On est vendredi 23 juin et j'ouvre un nouveau carnet de lecture. Bon alors j'ai fait n'importe quoi cette semaine, c'est-à-dire que nous sommes vendredi, le carnet de lecture n'est même pas encore ouvert, donc bon, on est quand même sur un planning bien chargé, donc voilà, ce qui explique pourquoi j'ai pris un peu de retard avant d'ouvrir ce carnet. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans le cadre habituel. Je suis encore une fois chez mes parents, il est midi et demi là. J'avais une formation, j'animais encore une fois une formation ce matin en visio et pour ça j'ai besoin d'être au calme, donc c'est parfait de pouvoir venir chez mes parents pour animer cette formation, ça me va très bien. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire en termes de lecture puisque j'ai terminé 2 nouvelles lectures dont je vais pouvoir vous parler. J'ai terminé une lecture audio, la lecture audio qui était Écoute la pluie tomber de Olivia Ruiz. Et j'ai également terminé ma lecture papier que je faisais en lecture commune avec l'une d'entre vous, Sandra, et il s'agissait de Cinabre de Nicolas Druard que j'ai acheté il y a assez peu de temps, je crois, ça devait être au printemps là, ce printemps. Donc voilà, c'est parti, je vous raconte tout ça. Donc, en premier lieu, j'ai pu écouter le livre audio de Olivia Ruiz, à savoir Écoute la pluie tomber. Je l'ai écouté parce qu'il m'a été offert par NetGalley et Audiolib. Donc vraiment, je les remercie parce que ça a été une très belle surprise, une jolie découverte. Donc je les remercie. J'étais vraiment curieuse de découvrir un autre livre de cette autrice puisque j'avais déjà lu La commode au tiroir de couleurs. Et ça avait vraiment été une lecture mitigée, j'avais pas été hyper emballée par cette lecture. Pourquoi ? Parce que je l'avais trouvée beaucoup trop décousue à mon sens, il n'y avait pas trop de fil conducteur. La construction elle était un peu fouillie, c'était pas évident de s'y repérer. Les personnages, j'avais vraiment du mal à savoir qui était qui parlait, voilà, j'avais vraiment beaucoup de difficultés et pourtant le roman était assez court. Le rythme était assez inégal aussi, autant il y avait des passages où j'avais envie que l'autrice elle aille un peu plus dans le détail parce que je trouvais qu'elle mettait beaucoup d'émotions et c'était vraiment très bien. Autant il y avait des passages où vraiment je m'ennuyais et c'était lent. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'avais trouvé que le rythme était un peu inégal. Je ne voulais pas rester sur une mauvaise note entre guillemets, enfin c'était pas vraiment une mauvaise note parce que ça restait quand même une lecture qui était agréable, mais ça n'avait pas été un coup de cœur absolu, loin de là. Donc je voulais pas rester sur cette note-là, je voulais vraiment découvrir autre chose. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir écouté ce livre audio. Écoute la pluie tomber se passe à Marseillette dans les années 1977. Oui, c'est ça, en 1977. Contrairement à ce qu'on peut penser, Marseillette, ce n'est absolument pas à côté de Marseille. Hein. Moi, j'étais persuadée que c'était le cas, mais non. Marseillette, c'est entre Narbonne et Carcassonne, donc rien à voir, dans le sud de la France. Et Carmen, une Espagnole d'une quarantaine d'années, a dû fuir son pays quand elle était enfant avec ses sœurs quand elle avait 6 ans à cause du régime franquiste tout simplement. Elle s'installe donc à Marseillette et là on la découvre en plein deuil puisque elle pleure sa nièce qui est décédée en couche malheureusement. Et ce décès va lui permettre de revenir un petit peu sur les événements marquants de sa vie et sur les personnes qu'elle a pu croiser et qui ont fait que sa vie est devenue aussi incroyable. Carmen, elle a vécu des choses dingues, vraiment, elle a une vie hors du commun puisque elle a vécu l'amour, elle a vécu l'amitié, elle a vécu la vie avec des toréadors, elle a vécu la vie en tant que prisonnière dans une prison sous le régime franquiste, elle a vécu la drogue également, donc elle a une vie très très riche, très chargée, et c'est le personnage principal, c'est la narratrice du roman que l'on va suivre pendant ces quelques pages. C'est un tout petit roman puisqu'il fait à peine 200 pages, donc si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez plus vraiment parce que franchement 200 pages c'est quand même vite vu, hein, ça va être très rapidement lu. C'est un roman qui nous transporte et qui nous fait voyager à travers le temps et l'espace. Olivia Ruiz, elle arrive à travers ces quelques pages à nous transmettre énormément d'émotions et à aborder des sujets délicats d'une façon juste et bien tournée. C'est un roman
féminin exclusivement ou presque puisque Carmen dans son entourage elle est entourée de femmes, elle est entourée de ses sœurs, on sent que la famille c'est quelque chose de très important chez elle et donc c'est un roman presque exclusivement féminin qui est très poignant avec des personnages extrêmement attachants. La construction du roman, elle est plus linéaire et beaucoup moins fouillie que dans La commode au tiroir de couleurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Je m'y suis plus facilement retrouvée parce que Carmen, en fait, elle reste le fil conducteur tout au long du roman. Et on peut vraiment s'y accrocher et quand on est perdu, bah, on se raccroche à ce personnage. J'avoue qu'au début du roman, j'ai eu un peu peur parce que j'ai retrouvé cet esprit un peu fouillis, un peu décousu. Et ça m'a fait un peu flipper parce que j'avais un peu du mal à savoir qui était Cali, qui était Carmen, qui était Rita. J'avais du mal à tout bien visualiser. Mais finalement, au fur et à mesure des pages, eh bien, ça s'est mis en place presque tout seul. Et j'ai trouvé que le rythme, il était beaucoup plus travaillé et beaucoup plus juste que dans La commode au tiroir de couleurs. Je vous fais pas mal de comparaisons parce que voilà, j'ai quand même une préférence pour ce roman-ci de Olivia Ruiz. J'ai vraiment été plus transportée dans Écoute la pluie tomber que dans La commode au tiroir de couleurs. C'est vraiment une très jolie surprise ce roman. Je me suis vraiment laissée bercer par cette histoire aux couleurs espagnoles et à l'émotion débordante. J'aurais presque eu envie qu'il y ait une centaine de pages supplémentaires, mais en même temps, comme je vous disais, j'ai trouvé que le rythme pour le coup était bien travaillé. Je sais pas trop comment l'autrice aurait pu faire continuer cette histoire comme ça pendant 100 pages, donc c'est très bien que le livre fasse uniquement 200 pages, finalement ça va extrêmement bien avec l'histoire. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans la version audio, c'est que c'est Olivia Ruiz elle-même qui nous lit le roman, et Olivia Ruiz, elle a quand même un timbre de voix particulier, et je suis hyper contente d'avoir retrouvé cette voix. Elle m'a complètement embarquée dans l'atmosphère espagnole, et peut-être aussi que c'est pour cette raison que j'ai préféré ce roman-là que son premier, La commode au tiroir de couleurs. Voilà, dites-moi si vous connaissez cette autrice-là, si vous avez lu les deux romans, lequel vous préférez, si vous êtes plutôt comme moi et vous avez préféré Écoute la pluie tomber, ou alors si vous avez réussi à vous laisser totalement embarquer par l'histoire de La commode au tiroir de couleurs, ce qui est fort possible aussi. Donc voilà, je suis assez curieuse d'avoir vos retours par rapport à votre expérience sur la lecture des romans d'Olivia Ruiz. Comme je vous le disais, j'ai également terminé ma lecture papier qui était Cinabre de Nicolas Druard. Donc j'ai été extrêmement contente de découvrir cet auteur dont j'avais énormément entendu parler. Je vous en parlerai plus en détail une autre fois parce que là j'ai pas bien écrit mon avis, j'ai pas bien mis en phase ce que j'avais envie de vous dire sur ce roman, donc je vais pas vous parler pour vous parler et vous présenter un avis décousu, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais voilà, sachez que au niveau thriller, on est quand même sur du plus au niveau angoisse. Contrairement au roman d'Olivier Bal que j'ai pu lire la semaine dernière, Roche de sang, où on était quand même sur un bon thriller, c'est-à-dire qu'il se passait pas mal de choses, il y avait de l'action, il y avait quand même des courses-poursuites, ce genre de choses, et on n'était pas hyper serein dans notre lecture, mais alors là, Nicolas Druard, il dépasse tout en termes d'ambiance oppressante, on est sur du haut niveau, vraiment. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, mais c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, et je suis très contente d'avoir découvert la plume de cet auteur. Je vous en reparle très bientôt. Je vous parlerai aussi du challenge qui est organisé par Manon, les lectures de Manon, qui s'appelle Fais fondre ta palle, auquel j'ai décidé de participer cet été, puisque il y en a marre en fait. Clairement, je fais n'importe quoi depuis un an là sur ma palle. J'achète des livres, je reçois des livres, voilà, ma palle déborde de tous les côtés. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à la bibliothèque, je lis des livres sur de la bibliothèque, je participe à des jurys, donc forcément je lis les livres qu'on m'envoie, j'accepte des partenariats, donc je lis aussi des partenariats. Et donc ma palle, elle continue de déborder et elle ne désemplit pas, loin de là. Donc j'ai décidé cet été de me focaliser sur ma palle. Donc pas de bibliothèque, pas de jury, pas de choses comme ça, je reste focus sur ma palle. Et
Et du coup, j'ai décidé de ne pas acheter de livres. Donc je vais me lancer un petit challenge no buy. No buy du 1er juillet au 31 août. Voilà. Je ne vais pas acheter de livres. Ce qui va être assez compliqué. Donc là, j'en ai 2 là qui doivent arriver très bientôt. Bah ouais, j'ai un peu craqué. Mais après ça, j'arrête. J'arrête pour moi. Je ne dis pas que je n'achèterai pas de livres pour mes proches, pour mon entourage, pour mon fils aussi, donc voilà. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai déjà assez de livres comme ça dans ma palle. Vous avez été plusieurs à me demander la dernière fois combien de livres j'avais dans ma palle. J'ai pas fait le calcul, mais honnêtement, je pense qu'on n'est pas loin des 200 livres non lus, des 200 livres qui attendent d'être lus dans cette pile à lire. Ça augmente de semaine en semaine et c'est ça qui me fait un peu flipper. Donc voilà. Donc je vous reparlerai de ce challenge, mais merci 1000 fois Manon pour l'organisation de ce challenge parce qu'il ne pouvait pas mieux tomber, clairement. Allez, sur ce, je vous reprends un peu plus tard. On est lundi et comme vous le voyez, je suis de retour chez mes parents. Alors non, je ne passe pas ma vie chez eux, rassurez-vous. Encore une fois, je suis en formation en début de semaine, donc c'était plus simple pour moi de venir ici. Mais je ne passe pas ma vie ici, rassurez-vous. Du coup, je reviens vous parler pour 2 petites choses. La première, c'était pour vous faire un petit retour sur Cinabre de Nicolas Druard que j'ai terminé et dévoré. Alors, la lecture commune avec Sandra n'est pas totalement terminée puisque Sandra n'a pas encore fini la lecture. Mais je viens quand même vous en parler ici puisque voilà, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle aura le temps de le terminer et on en reparlera nous après toutes les deux un petit peu plus tard de ce livre-là. Mais je m'autorise quand même à vous faire un retour ici pour ne pas faire traîner les gens qui attendaient mon retour avec impatience sur celui-là. Ah là là, eh bien écoutez, c'est un livre qui ne sera pas resté bien longtemps dans ma palle, hein, puisque je l'ai acheté au printemps, ce printemps-là, donc c'est quand même assez rare que je fasse sortir des romans aussi vite de ma palle, mais je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Je ne connaissais pas le style de Nicolas Druard, c'est désormais chose faite et grand bien m'en a fait. Cinabre, c'est l'histoire d'Elliot Ackerman, un jeune infirmier libéral qui a monté son activité, son cabinet libéral avec ses camarades de promo. Ils sont 6 au total et le cabinet s'appelle les Rois de Pique. Petit jeu de mots, je pense, en rapport avec le fait que les infirmiers piquent. Voilà. Bref, passons. Tout se passe très bien, les journées de Elliot sont rythmées par les tournées qu'il peut faire tous les jours. Tout va bien jusqu'au jour où l'un de ses camarades et collègues associés, Manu, disparaît après avoir intégré dans sa tournée une nouvelle patiente qui réside à l'hôtel Ferdinand. L'hôtel Ferdinand, c'est un lieu assez emblématique de Toulouse. C'est un lieu où il y a eu une tuerie, une énorme et incroyable tuerie des décennies auparavant et qui a ensuite été réouvert, qui a été réouvert par le fils du meurtrier et donc c'est devenu un hôtel emblématique de Toulouse. Donc, que décide de faire Elliot? Il décide d'intégrer cette fameuse patiente dans sa tournée à lui pour comprendre et pour apprendre ce qui a pu bien se passer par rapport à Manu, son collègue qui a disparu. En parallèle de ça, on suit également une équipe du SRPJ Toulouse qui enquête sur des meurtres et attaques assez effroyables qui sont faites au katana. Donc le katana, c'est le fameux sabre samouraï si vous ne connaissez pas. Ça fait un petit peu froid dans le dos quand même.
Écoutez, j'ai envie de vous dire, vous voyez la couverture? Eh bien, vous avez l'ambiance que vous allez avoir pendant les 400 pages de ce roman. On est sur quelque chose de bien sombre, bien glauque, on est sur un bon thriller comme on les aime. Hem, alors, ma lecture, elle a quand même été faite en 2 temps. Au début, j'ai eu du mal à me plonger dedans parce que en ce moment, j'ai énormément de difficultés à dormir, pardon. Pardon. Je vous disais donc, en ce moment, j'ai énormément de difficultés à dormir et les seuls moments où je peux lire, pour le moment, c'est le soir avant de me coucher. Et étant donné que j'ai déjà des insomnies, assez énormes, pour des raisons personnelles, bref, on passe. Mais, étant donné que j'ai déjà du mal à dormir, je voulais pas m'en rajouter une couche avec un roman, bien angoissant. Vous savez que je suis un petit peu une flippette et donc du coup, clairement, si je lis ça avant de m'endormir, bon, voilà, je risque de faire des gros cauchemars. Donc en fait, j'ai quand même décidé de le lire parce que j'avais vraiment envie de le lire, mais je suis volontairement restée en dehors de l'histoire. J'ai pris vachement de recul sur ma lecture pendant les 100 premières pages. Et du coup, pendant les 100 premières pages, je me disais, ouais, ça a l'air intéressant, il y a du rythme, les chapitres sont très courts, bon, ça a l'air sympa. Mais en fait, volontairement, je freinais mon envie d'y aller parce que je savais que ça allait m'entraîner quelques insomnies supplémentaires. Bon, finalement, j'ai lâché prise et j'ai craqué. Et au bout d'une centaine de pages, en fait, Nicolas Druard a complètement réussi à m'embarquer dans son histoire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé en tout cas un style sans pareil. J'ai trouvé une ambiance terrifiante, une enquête très bien ficelée. Très original également, et une ambiance vraiment très glauque, très obsessionnelle et c'est une ambiance qui est vraiment décrite, grâce à ce fameux hôtel Ferdinand et tout tourne autour de cet hôtel Ferdinand et franchement, c'est, juste incroyablement bien fait. Moi, j'ai vraiment, beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était, incroyable. Alors je ne sais pas si je peux parler de coup de cœur ou pas parce qu'effectivement il y a ces 100 pages là où au début j'étais pas vraiment dedans. Mais encore une fois je pense que c'est lié au moment où je lis le livre et au moment et à ma situation personnelle actuelle qui fait que voilà, je me suis moi-même protégée plus qu'autre chose. Mais les chapitres sont tellement courts et le style est tellement addictif que je pense que c'est un roman pour lequel on rentre totalement dans l'histoire et on se laisse complètement embarquer. Donc si vous êtes fan de thrillers captivants, surtout ne passez pas à côté de celui-ci. Cinabre, c'est une petite pépite en la matière. J'ai vraiment hâte de découvrir d'autres romans de Nicolas Druard. J'ai vu qu'il avait sorti un roman récemment qui s'appelle L'Instinct, qui me tente bien. Et j'ai vu aussi qu'il y avait, voilà, L'Enclave, donc qui est sorti chez HarperCollins Poche, donc j'imagine que ça devait être le précédent par rapport à Cinabre, mais je crois que Cinabre est sorti en poche depuis, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est, je pense, une valeur sûre si vous êtes fan de thrillers captivants. Alors sinon niveau lecture, j'avoue que ce week-end j'ai pas mal lu. On a fait quelque chose qui nous était pas arrivé depuis un moment avec mon conjoint. Samedi après-midi, il faisait une chaleur étouffante et on a passé, notre après-midi pendant la sieste de notre fils à alterner entre transat, piscine, piscine, transat et du coup j'ai beaucoup lu et j'ai décidé de commencer, un peu sur un coup de tête parce que c'était pas forcément prévu, j'ai décidé de commencer le dernier roman de Serena Giuliano qui est Un coup de soleil, donc je ne l'ai pas là avec moi mais Un coup de soleil de Serena Giuliano et je l'ai commencé et je l'ai terminé dans la foulée. Franchement, je l'ai lu en une après-midi ou presque donc c'était juste parfait. Je viendrai vous en reparler parce que forcément j'ai pas le livre avec moi et puis j'ai pas encore bien réfléchi à ce que j'allais vous dire, mais sachez d'ores et déjà que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, comme tous les romans de Serena Giuliano que j'ai lus jusque-là, donc pas trop de surprises de ce côté-là, mais en tout cas c'est un très très beau roman pour l'été et je vous en reparle très bientôt. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé en termes de lecture? Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai bien pu lire Ah oui, alors du coup, oui, ce week-end, j'ai aussi repris un roman que j'avais entamé début juin et que j'avais un peu mis en pause parce que le sujet était très très dur et j'étais en incapacité émotionnelle de lire un sujet aussi difficile
début juin. Donc du coup je l'avais un peu mis de côté, donc je l'ai repris, je vous en reparlerai aussi parce que j'ai un peu avancé et pour le coup c'est quelque chose qui est... Enfin c'est un livre qui à mon sens est un livre marquant et qui risque d'être un peu poignant et qui va probablement me marquer. Donc je vais vous en reparler, mais j'attends un peu. Et sinon j'ai commencé, mais alors là j'ai commencé, j'ai lu 20 pages, j'en suis vraiment pas loin, j'ai commencé ça dans la voiture hier quand on est allé rendre visite à mes grands-parents. Un Julien Sandrel. Julien Sandrel, Les Étincelles. Donc c'est absolument pas son dernier, ce n'est pas non plus son avant-dernier. Moi de Julien Sandrel, j'ai lu Merci Gradier Thank You et Vers le soleil que j'ai découvert l'année dernière. Vous pouvez retrouver mes avis dans les carnets de lecture, j'essaierai de vous retrouver les carnets de lecture dans lesquels j'en parle. Ça avait vraiment été une très très chouette découverte, Julien Sandrel. J'ai adoré son écriture, adoré son univers. Et bah, j'attendais juste de continuer cette découverte-là. Donc ma mère avait Les Étincelles qu'elle m'a prêté et elle avait aussi La Chambre des Merveilles qu'elle m'a prêté aussi. La Chambre des Merveilles, en ce moment, émotionnellement parlant, ce n'est pas possible pour moi de lire ça, donc je vais attendre un peu. Par contre, Les Étincelles, ça me tentait bien, donc je me suis lancée là-dedans, en sachant que j'ai aussi acheté au printemps son dernier roman, Les Extraordinaires. Voilà, mais je me suis dit, faisons un peu dans l'ordre quand même. Ma mère m'a prêté des romans, donc je vais d'abord lire ceux-là, pardon, et on verra après pour son dernier, donc je me lance dans Les Étincelles. Je peux rien vous en dire pour l'instant, 20 pages, c'est vraiment rien. Mais je viendrai vous en reparler très rapidement parce que, honnêtement, il est très court. Il fait 300 pages. Et 300 pages de Julien Sandrel, ça se dévore, hein, clairement. J'ai dévoré Merci Gradier Thank You, j'ai dévoré Vers le soleil, donc je pense que celui-ci ne fera pas exception à la règle. Mais encore une fois, je viendrai vous en reparler. Autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un petit craquage que j'ai fait. Alors je précise, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle loi sur les influenceurs est sortie, a été publiée récemment. Je ne m'attarderai pas sur le sujet. Je précise donc que ce craquage est un craquage purement personnel, un craquage qui est complètement sponsorisé par ma carte bleue. C'est-à-dire que vraiment, voilà, personne ne m'a offert quoi que ce soit, c'est vraiment moi qui l'ai acheté. Je l'ai acheté, j'ai eu la chance de le trouver en occasion sur Vinted, donc du coup je suis plutôt contente. D'ailleurs, j'en profite quand même. Sachez quand même que sur Vinted, alors je sais qu'il y a des débats sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Vinted, bon, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je rentre pas dans le débat parce que c'est pas le sujet. Je voulais juste vous dire que si vous appréciez la plateforme Vinted, sachez que c'est quand même plutôt pas mal pour les romans qui viennent de sortir. Moi, je me suis rendu compte quand même que globalement, il y avait pas mal de personnes qui lisaient les romans à leur sortie et qui les revendaient presque instantanément après. Et les romans sont donc en très très bon état et ça vous permet d'avoir le roman un petit peu moins cher que si vous l'aviez acheté en librairie. Alors après ça va pas non plus être folichon hein, l'économie que vous allez faire dessus, mais sachez que ça va être quand même un livre d'occasion, donc vous faites une bonne action quand même dans le sens où bah, vous n'allez pas racheter du neuf et puis bah, vous l'aurez un peu moins cher. Je vous le dis parce que c'est... Bah, là c'est le cas pour ce roman-là qui est sorti très très récemment, mais bah, c'est le cas pour un certain nombre de livres, par exemple Les Extraordinaires de Julien Sandrel dont je vous parlais juste avant, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc voilà, des fois on peut avoir des belles surprises. Si vous êtes à l'affût des dernières nouveautés littéraires, allez jeter un œil sur Vinted, vous pourriez faire des beaux petits achats, voilà. Bref, revenons-en à nos moutons. Le livre dont je voulais vous parler, c'est le dernier roman de Cynthia Kafka. Si vous êtes pas mal sur les réseaux, vous avez dû le voir passer un nombre de fois incalculable parce que c'est un roman Charleston et du coup vous l'avez sûrement vu passer hein, puisque ça a été un gros coup de cœur pour de nombreuses personnes. Je n'ai jamais lu Cynthia Kafka, j'étais pas forcément très emballée par les quatrièmes de couverture de ses précédents romans, mais alors par contre celui-ci me parlait pas mal, donc je me suis lancée, je l'ai trouvé sur Vinted, c'était l'occasion. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture que je trouve très poétique. Je vous lis la quatrième. Carpe diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père Greg qu'elle connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres.
Un rêve d'éternel enfant qu'il est resté. Alors, comment pourrait-il en élever un d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et dans son malheur? Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Un roman émouvant et lumineux porté par des personnages que tout oppose mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer ensemble. Voilà, bon autant vous dire que ça me tente beaucoup. Je pense que ça c'est un roman typiquement que je pourrais lire l'été. Je me dis que ça peut être pas mal, pourquoi pas cet été. Il fait 300 pages donc il est pas non plus immense. Ça me tente bien de découvrir la plume de l'autrice, donc pourquoi pas. Ça se pourrait que je ne le fasse pas traîner très longtemps dans ma palle, celui-ci. On verra. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je viendrai vous parler de mes autres lectures un petit peu plus tard. Là, il va falloir que je reprenne à travailler. On est sur la pause déjeuner, donc et puis les journées de formation, les pauses sont quand même assez timées, on va pas se le cacher. Donc du coup, voilà, je viendrai vous reparler de mes lectures plus tard. Vous verrez, je vous ai mis juste avant quelques petits plans vidéo de notre week-end, puisqu'on a profité du week-end pour faire notamment un festival mexicain qui était très sympa, où on a mangé des tacos, on a vu un concert de mariachi, enfin bon, c'était très cool. Voilà, il y avait pas de stand de livres parce que franchement, il y avait beaucoup de choses sur Frida Kahlo et tout. Alors je me suis dit, oh là 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 là, s'il y a des livres, finalement, il n'y en avait pas. Voilà. Il y avait des calaveras par contre, j'ai presque hésité à m'acheter une calavera, mais ça n'a rien à voir avec les livres, donc ça n'est absolument pas un sujet qui vous intéresse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous ai mis quelques plans vidéo juste avant. Et puis écoutez, sur ce, moi je vous retrouve très bientôt, probablement demain ou après-demain. Je vous reparlerai du dernier Serena Giuliano, je vous parlerai aussi de mes lectures actuelles en cours, et je viendrai peut-être vous présenter un autre craquage que j'ai fait ce week-end. Mais promis, après j'arrête, je me calme parce qu'en plus j'ai dit que j'arrêterais d'acheter. Mais j'ai dit que j'arrêtais d'acheter au 1er juillet. On n'est pas encore le 1er juillet, donc tout va bien. Allez, sur ce, à plus tard. On se retrouve, on est jeudi 29 juin. Je m'excuse pour cette tête un petit peu fatiguée. Je me suis levée très tôt ce matin. Je devais être à 7h sur un site de méthanisation qui était à une demi-heure de route de chez moi. Donc autant vous dire que avec mon manque de sommeil en ce moment, bon, ça a été un peu dur de se lever. Et j'ai une tête un peu fatiguée. Donc bon bref, je pense que je vais carburer au café comme tous les jours en ce moment, ou presque. Vivement les vacances, j'ai envie de vous dire. Mais enfin bon, c'est pas pour tout de suite, en tout cas pas pour moi. Donc je vais prendre mon mal en patience. Je vais me contenter d'aller boire un café et repartir, reprendre un peu d'énergie et me rebooster. Bref, je suis là pour vous parler lecture et donc je voulais notamment vous parler de la dernière lecture que j'ai faite récemment. J'ai une mouche sur le front, c'est bon, hop là. Qui n'est autre que le dernier Serena Giuliano, Un coup de soleil. Est-ce que je suis complètement fan de cette couverture? Tout à fait. J'aime beaucoup les couvertures des romans de Serena Giuliano, je trouve que c'est toujours hyper joli, hyper estival, voilà. Donc, ce roman, c'est son tout nouveau, il est sorti il y a très peu de temps, il est sorti en avril ou en mai de cette année. J'ai eu la chance de réussir à le trouver sur Vinted, donc je l'ai eu en occasion, donc j'étais assez contente. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément hyper évident à trouver puisqu'il vient tout juste de sortir. Serena Giuliano, pour vous raconter un petit peu mon histoire avec cette autrice. Je l'ai découverte l'année dernière lorsque mon fils ne faisait pas encore ses nuits. J'avais pris en audio Mama Maria pour passer un peu le temps quand je lui donnais le biberon la nuit et qu'il ne dormait pas. Voilà, ça me permettait de rester éveillée pendant ces périodes un peu compliquées. Et j'ai écouté ce roman avec une facilité déconcertante. Je l'ai écouté très rapidement et j'ai été complètement conquise par le style de l'autrice, par l'histoire, par l'univers en fait, hein, qui est bien évidemment très italien puisque ça se passe en Italie. Et j'avais beaucoup aimé. Ce que j'avais particulièrement aimé, c'était la façon que Serena Giuliano avait de prendre des sujets qui sont des sujets pleins de préjugés, de créer des personnages pleins de préjugés et de venir les déconstruire au fur et à mesure de la lecture. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait.
Eh bien, j'ai retrouvé un petit peu la même chose dans Un coup de soleil de Serena Giuliano. Euh, le dernier que j'ai lu, parce que alors, pour vous refaire, je vais la refaire dans l'ordre. Donc, Mamma Maria, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'avais lu l'été dernier Sarah Perquet Ti Amo, dans lequel j'avais moins retrouvé cet aspect un peu préjugé, déconstruit. J'avais retrouvé bien évidemment l'ambiance italienne, ça par contre, il n'y avait aucun souci, surtout que ça se passait sur des îles italiennes et franchement ça donnait vraiment envie. J'avais vraiment qu'une envie, c'était de tout plaquer, de prendre des billets d'avion et de dire allez je vais passer 3 semaines sur l'île là parce que voilà. Donc ça c'était vraiment très sympa. Par contre c'est vrai que l'aspect un peu préjugé construit je l'avais moins trouvé et j'avais peut-être un peu moins aimé le Sarah Perchetti Amo par rapport à Mamma Maria, avec un peu de recul. Sur le moment peut-être pas, mais avec du recul je pense que Mamma Maria m'a quand même un petit peu plus marqué. Et pour moi, Un coup de soleil, on est vraiment pile dans ce que Serena Giuliano a réussi à faire avec Mamma Maria. On est vraiment là-dedans. Dans ce roman, on suit le quotidien de Éléonore, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est femme de ménage. C'est une Française qui vit à Salerne en Italie, donc en Italie du Sud, pas très loin de Naples et de Amalfi. Et en fait, elle vit avec ses ses deux jumeaux qui sont adolescents. Et voilà, et c'est un peu son quotidien de femme de ménage qu'on suit dans tout ce roman. Donc on la suit à travers tous les ménages qu'elle peut faire tout au long de la semaine. Donc on va d'abord rencontrer un docteur qui est veuf et qui recherche l'amour, une vieille dame qui recherche beaucoup de compagnie et qui attend avec impatience les visites de sa femme de ménage Éléonore toutes les semaines. Un couple un petit peu cubéni qui, de prime abord en tout cas, est vraiment insupportable. On découvre également une voyante qui lit l'avenir dans les cartes, un couple, euh, un jeune couple hein, d'une trentaine d'années qui sont un peu pourri gâtés, qui sont très riches, mais on voit bien qu'en fait, derrière toute cette richesse, bah, il y a beaucoup de malheur, beaucoup de désespoir. Et un homme invisible, puisque Éléonore, tous les vendredis après-midi, va faire le ménage chez un homme qu'elle n'a jamais vu, qui lui fait entièrement confiance, puisqu'elle a les clés de son appartement, mais elle ne l'a jamais rencontré. Voilà. Et du coup, dans tout ce roman, on suit un peu la vie de ces personnages, et c'est toute l'histoire que Serena Giuliano nous raconte ici. C'est extrêmement bien fait, c'est un roman plein de bienveillance, plein de respect. Encore une fois, on a cet aspect vraiment préjugé. On arrive avec nos gros sabots dans l'histoire, on a des préjugés sur chacun des personnages, sur chaque situation, sur beaucoup de choses. Éléonore a également des préjugés sur chacun des personnages. Voilà. On a également des préjugés sur Éléonore, sur sa vie, etc. Et au fur et à mesure de la lecture, eh bien, tout se déconstruit. On tire un fil et ça se déconstruit au fur et à mesure. Et franchement, c'est juste très très bien fait, très bien amené. Et bravo pour ça, Serena Giuliano, parce que elle arrive à le faire très régulièrement dans ses romans. Et je trouve que c'est vraiment bien amené. On retrouve également ce petit côté italien qui nous plaît tant quand on découvre les romans de l'autrice. Voilà, là on est plongé à Salerne, donc dans le sud de l'Italie. On sent le soleil italien sur la peau, on sent toutes les effluves, toutes les odeurs de cuisine italienne. Dans ce roman-là, ça ne fait pas exception à la règle, hein, puisque c'est un peu le fil conducteur de tous les romans de l'autrice. Euh, on a une grosse partie de l'histoire qui est portée sur la cuisine italienne, sur la nourriture italienne. Et voilà, d'ailleurs je crois que l'autrice nous donne une recette, elle doit nous donner une recette au début du roman. Oui, bah en fait elle vient. Vous avez une petite recette que l'on retrouve dans le livre. Ah oui, c'est ça. C'est des spaghettis avec du pecorino romano fraîchement râpé. Donc le pecorino de mémoire, c'est du fromage. Et du poivre noir en grains. Bon, autant vous dire que ça donne trop envie là. Je sens les pâtes bien crémeuses, vous voyez, le truc un peu sympa, un peu goûtu là.
Donc voilà, on a vraiment tous les ingrédients, en tout cas, pour passer un excellent moment en Italie avec Serena Giuliano. Si vous ne connaissez pas l'autrice, clairement celui-ci ça fait partie des romans que vous pouvez lire sans aucun souci pour vous familiariser avec son style et son univers. Je vous conseillerais vraiment celui-ci et Mamma Maria. Peut-être plus que Sara Perquet-Tiamo qui pour moi est peut-être un petit peu moins représentatif de ce qu'elle écrit. Euh, Après, je ne connais pas Ciao Bella et Luna, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais ma petite sœur les a tous les deux, donc je pense que je vais lui emprunter très probablement cet été pour lire un petit peu, pour lire ces deux romans-là, sachant en plus que ce sont des romans qui sont très courts. Pour terminer sur Serena Giuliano, clairement, si vous avez des cadeaux à faire à des personnes qui n'aiment pas trop lire, c'est une autrice pour laquelle vous pouvez vraiment acheter tous les livres, vous pouvez y aller quoi. On est sur des romans, là celui-ci il fait 220 pages, hein. On est sur des romans qui sont vraiment plutôt petits, qui se lisent extrêmement bien et où on accroche à l'histoire directement, dès les premières pages. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. Enchaînons assez rapidement parce qu'il va falloir quand même que je retourne travailler. Il est 13h45, donc il faut que je me bouge un peu. Et puis surtout, il faut que j'aille prendre un café. Mais bon, avant ça, je voulais quand même vous parler des deux lectures que je fais en parallèle en ce moment. Alors, non pas que je sois en pleine lecture commune ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est plus que j'avais commencé le premier roman il y a un certain temps, que je l'avais un peu mis en pause, donc du coup je le reprends en parallèle de l'autre roman que je suis en train de lire. Je lis donc ces deux livres-là en ce moment. Donc d'abord on a le Julien Sandrel, Les Étincelles, j'en suis page 80. Donc Julien Sandrel c'est comme Serena Giuliano, c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière, que j'aime beaucoup. Je vous en reparle pas, je crois que je vous en ai déjà parlé dans différents plans vidéo là que je mettrai juste avant. Ce que je peux vous dire sur Les Étincelles, je vous raconte pas l'histoire ni rien pour l'instant, mais ce que je peux vous dire c'est que ça prend un petit peu moins pour l'instant. Par rapport à Vers le soleil ou Merci Gratier 5 que j'avais vraiment adoré, que j'ai lu l'année dernière. Celui-ci il prend moins, je sais pas, il y a un truc. On est rendu page 80, alors ça reste du Julien Sandrel, hein, donc c'est très fluide, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais je retourne pas à ma lecture avec beaucoup d'envie encore, je me force un petit peu entre guillemets. Donc je ne sais pas trop, je vais lui laisser sa chance bien sûr, mais je ne pense pas que ce sera mon préféré de l'auteur. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas dit mon dernier mot, on ne sait jamais. Parfois c'est ce qu'on dit, puis en fait au bout de 100 pages on est complètement pris dans l'histoire et puis voilà, on ne s'arrête plus. Autre lecture que je lis en parallèle, c'est Le livre des reines de Joumana Haddad. Donc là j'en suis page 90. Là on est sur un autre registre, clairement. On est sur une saga familiale qui se passe dans des territoires que l'on pourrait catégoriser de territoires de souffrance, puisque nous sommes plongés en plein Moyen-Orient et vous allez passer en gros du génocide arménien au conflit israélo-palestinien en passant par les luttes de religion, enfin les guerres de religion chrétiens, musulmans en Iran ou en Syrie. Donc on est sur quelque chose d'assez lourd à lire, on est sur un sujet dur, très difficile, euh, où la souffrance se ressent à chaque page, j'ai presque même envie de dire à chaque phrase que l'on lit. C'est intéressant, c'est prenant, mais c'est hyper difficile à lire. Pas dans le style, encore une fois, mais vraiment dans le sujet. Donc c'est pour ça que j'alterne quand même avec Julien Sandrel, même si malgré ce qu'on peut croire, on n'est pas sur un sujet léger non plus ici. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était une très bonne option de faire en parallèle entre les deux, là, une lecture parallèle. J'aurais dû plutôt prendre, je sais pas moi, à la place de Julien Sandrel, peut-être une romance ou un truc vraiment feel good quoi pour le coup. Parce que là, on est quand même sur deux sujets qui sont pas hyper évidents. Celui-ci est quand même beaucoup plus dur à lire, mais je pense que c'est un livre nécessaire. Donc, je vais aller au bout. Je sais juste pas quand est-ce que je vais le terminer. Parce qu'en fait, il est pas hyper long. Hein. Il fait 265 pages. Donc, je trouve pas que ce soit hyper long. Mais c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Donc, on verra. Bref, sur ce,
je vous laisse là, je vous reprendrai un petit peu plus tard. J'ai une petite réception à vous présenter, donc je vous la présenterai à ce moment-là. Puis j'espère vous reparler quand même d'un des livres que j'aurais peut-être fini d'ici là. Je vous dis à plus tard. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, le lundi 3 juillet, et je vous prends en vidéo puisque je viens terminer et finaliser ce carnet de lecture une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas le faire traîner pendant 3 semaines non plus, donc je viens le finir aujourd'hui. Je vais vous présenter un roman que j'ai reçu, que j'avais acheté sur Vinted il y a peu de temps. J'avais acheté le roman avant le 1er juillet, donc ça ne rentre pas dans mon challenge no buy, hein, donc voilà, c'est bon. Et je dois en recevoir 2 autres, mais c'est pareil, c'était 2 romans que j'avais commandés avant le 1er juillet. Le 1er juillet étant passé de 2 jours, je n'achète plus rien, promis, promis, promis. Donc bref, je vais vous présenter ce roman-là. Je ne vous parle pas de mes lectures en cours puisque je n'ai pas tellement avancé. Pour tout vous dire, le week-end a été bien chargé puisque nous avons passé la soirée du vendredi chez un couple d'amis qui fêtait les 2 ans de leur fille. Donc voilà, on a passé une super soirée. Donc forcément, je suis rentrée tard et je n'ai pas lu tout simplement. Je me suis occupée de mon fiston, puisque nous étions tous les deux à cette soirée. Mon conjoint ne nous a pas accompagnés pour d'autres raisons, enfin bref. Mais du coup, on a été pas mal... voilà, on a passé une très bonne soirée, pas de lecture, pas mal occupés. Et samedi, dimanche, on a passé 2 jours non-stop à 100% famille, où on a passé énormément de temps avec mes grands-parents. J'étais très contente de passer autant de temps avec mes grands-parents. Et puis hier, c'était les 30 ans de ma sœur, enfin d'une de mes sœurs. On a fêté ça, donc autant vous dire que je n'ai absolument pas eu une minute à moi. Je n'ai absolument pas lu ce week-end, hein, tout simplement. Donc voilà, et hier soir, on est rentré, on était sur les rotules. Vraiment, j'ai pas trop tardé à aller me coucher. J'étais vraiment fatiguée. Donc pas de lecture pour moi ce week-end. Je n'ai donc pas trop avancé dans Les étincelles de Julien Sandrel, hein. J'en suis toujours... Enfin, j'ai un petit peu avancé, mais j'ai avancé plutôt ce midi, là. J'avais un peu de temps, donc j'ai avancé là. Mais je viendrai vous en reparler plus tôt dans mon prochain carnet de lecture. Et je n'ai alors absolument pas avancé dans Le livre des reines de Joumana Haddad, puisque c'est vraiment la lecture que j'ai laissée de côté pour le moment. Donc, je vous en reparlerai plus tard. En attendant, le roman dont je voulais vous parler, c'est le dernier roman de Clarisse Sabart. J'ai donc craqué pour un air d'éternité que j'ai réussi à trouver sur Vinted, donc en occasion à un prix franchement très intéressant. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Ça, je vais l'enlever parce que pas intérêt, mais franchement cette couverture, je la trouve très très jolie, très, très printanière. Je vous lis la 4e de couverture. Ça devrait plaire aux fans de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'intrigue se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis la 4e de couverture. Châtillon-sur-Indre, l'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous les deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions ? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance ? Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, 2 héroïnes inoubliables, Clarisse Sabart nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que ça me fait carrément envie ? Oui. J'espère que vous aussi. Si vous connaissez déjà Clarisse Sabart, dites-moi quels sont les romans de l'autrice que vous avez déjà lus. Moi, pour ma part, je n'ai lu que La femme au manteau violet, que j'avais apprécié, mais qui avait tout de même été une lecture un petit peu mitigée. C'est surtout la fin, je crois. Je sais plus trop ce qui m'avait un peu dérangé, mais il y avait quelques points qui m'avaient un petit peu titillé.
Et du coup, j'avais apprécié parce que j'avais lu le livre en très très peu de temps. J'avais vraiment été embarquée dans l'histoire. Mais il y avait des petites choses qui m'avaient un peu dérangée. Donc, je suis contente de retenter l'expérience avec l'autrice, puisque depuis La femme au manteau violet, je n'ai rien lu d'autre. Je voulais lire Le souffle des rêves, qui n'est pas la suite hein, de La femme au manteau violet, mais qui reprend un personnage, je crois, de cette histoire-là. Donc je voulais le lire et en fait, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas dans ma palle, donc ce sera pour plus tard. Je vais peut-être plutôt me laisser tenter par celui-ci, puisque Nobel oblige, je vais me contenter des romans qui sont dans ma palle, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce, moi je vais en rester là. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes livresques et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!